L'invité de Fréquence Drone. Bonjour à tous, chères auditrices et auditeurs de Fréquence Drone. Bonjour également à notre invité, Laurent Inacel, de la société Aerostat. Bonjour Thierry. Alors, Fréquence Drone te reçoit aujourd'hui, Laurent, donc pour nous parler de ta société de constructeur d'aéronefs télépilotés, des drones un peu particuliers, tu en conviendras. Oui, en effet, puisque Aerostat fabrique, comme son nom le dit, des aéronefs télépilotés qui sont rien d'autre que des ballons dirigeables et des ballons captifs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton parcours? Comment tu en es arrivé à concevoir des aéronefs télépilotés? Alors, mon parcours, c'est un parcours un petit peu atypique, un petit peu à l'image des ballons que nous fabriquons. Je suis venu par le monde de l'aéronautique, par le monde de l'aviation. J'étais pilote d'avion et depuis longtemps, le sujet de la longue élongation m'intéressait. Et c'est une balade à l'intérieur du musée de l'air au Bourget qui m'a amené à relever un défi intéressant. Pourquoi ne pas faire un dirigeable drone? Et voilà, l'idée était partie. Donc il suffit des fois d'une petite balade et d'une passion aéronautique pour se lancer dans la construction de systèmes télépilotés, donc tels des drones. Mais alors, pourquoi avoir choisi le dirigeable? Alors écoute, généralement quand il y a une innovation technologique, il y a un phénomène de copier-coller. Alors c'est vrai que quand on dit drone, tout de suite on pense quadricoptère, on pense déjà un peu moins aux voilures en longue élongation, on pense encore moins aux dirigeables. C'est exactement comme dans la vie de tous les jours où il y a des ULM, des avions, des hélicoptères, des autogires et des dirigeables. Donc s'il y a 5 ballons dirigeables en état de vol en Europe, c'est normal qu'il n'y ait pas non plus beaucoup de drones ballons dirigeables. On a les mêmes problèmes, les mêmes ambitions et aussi le même esprit un peu rêveur que les constructeurs de ces grands géants des cieux. Voilà. Oui, surtout que les dirigeables ont eu quand même une belle époque. On va en parler un peu plus en détail dans la suite de notre interview. Alors, pour revenir un peu sur ce que tu as fait, donc en 2014, tu t'es lancé après avoir effectivement fait cette visite dans un salon donc destiné à l'aéronautique. Donc, tu t'es lancé par contre dans une société de maintenance. En fait, tu as créé une société de maintenance et c'est là, au fur et à mesure, que tu t'es intéressé aux drones. C'est ça. Alors, tout à fait, ça a été une longue migration. Au départ, donc, nous faisions de la maintenance aéronautique avion, puis après, notamment dans le drone militaire, on nous a dit que ça pouvait être intéressant de pouvoir maintenir ces gros drones qu'utilisaient les militaires, puis ainsi de suite par effet de miniaturisation. Et le confinement est arrivé, et puis cette grande question qui était de dire on allait faire quoi? On était en retard sur le développement de grands leaders du marché sur la longue élongation. Qu'est-ce qu'on pouvait faire en tant que petite entreprise? Certainement pas faire le choix des autres. Donc ne pas faire le choix des autres, c'était choisir un vecteur différent. Et on est parti dans ce vecteur des plus légers clairs, qui est un vecteur qui est un sujet très intéressant. Ah oui, de toute façon, c'est très intéressant. Puis en plus de ça, la surface d'un ballon dirigeable, ça peut permettre aussi pas mal de petites choses, notamment en termes de surface publicitaire ou des petites choses comme ça. Donc de toute façon, je pense qu'un drone ballon, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant à tout point de vue, même pour du transport de charge ou des choses comme ça, non? La formule du ballon dirigeable drone est extrêmement intéressante. En effet, nous pouvons à la fois avoir des autonomies exceptionnelles, pour pas dire quasiment infinies, à partir du moment où on recouvre nos énormes surfaces de panneaux solaires. On peut traverser l'Atlantique. Actuellement, là, il y a des projets de traverser de l'Atlantique Sud en ballon dirigeable télépiloté. On peut aussi avoir le support de la publicité, on peut porter de la charge et on peut aussi aller aux portes de l'espace, puisque on a toute une division de ballons stratosphériques et ça ouvre des champs je dirais, quasiment infini. Oui, effectivement, là je suis en train de me rendre compte que vis-à-vis des champs d'application, tu n'es pas limité ni par la hauteur, ni par la distance, et que en fait avec des systèmes relativement simples, tout compte fait, tu peux faire des très grandes choses. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transport par drone sur de la grande élongation, de la livraison par drone. Je pense que là, on va se retrouver sur un système qui sera moins dangereux que tel qu'on va appeler les multirotors. Si un multirotor tombe, il y a quand même les hélices qui continuent de tourner, non ? Alors oui, le problème, je dirais que le ballon, si tu veux, ne
tombe pas en lui-même. C'est-à-dire que si demain il y a une rupture de liaison, s'il y a une rupture d'électronique, il va gentiment avoir son altitude qui va baisser de l'ordre de 1 demi-mètre seconde et il va gentiment se poser. Il n'y a pas de risque, c'est pas du tout quelque chose de dangereux. Par contre, il faut dire la vérité, c'est très gros, c'est très volumineux. Enfin, plus on porte de charge, là c'est Archimède qui nous parle, 1 kilo est porté par 1 mètre cube d'hélium. Donc il faut avoir beaucoup de volume. Donc c'est volumineux, et si c'est volumineux, même si c'est pas dangereux, ça a tout à fait sécure sur de la durée. Là, idéalement, je dirais que l'avenir du ballon, c'est le vol de nuit, parce que c'est une navigation où il y a peu de vent, où on peut se déplacer lentement, où on peut porter du fret. Pour comparer, je dirais, le quadricoptère, c'est le jet speed, et le ballon dirigeable, c'est la péniche. Et tous les deux vont sur l'eau. Oui, c'est vrai que l'analogie est assez intéressante. Alors, juste pour aller un peu plus loin dans le détail un peu de ce que tu fais, alors je crois que tu diriges plusieurs sites en France et un à l'étranger, donc c'est bien ça, non ? Alors, en effet, le programme, c'est un peu celui des poupées russes. C'est-à-dire que comme nous avons besoin de beaucoup de place, si on veut faire des gros ballons, il faut des terrains d'envol et il faut des lieux de test qui sont adaptés. Donc, on a un petit centre de fabrication en Aquitaine Sud, donc à Escourses, c'est en plein cœur de la forêt landaise. Ensuite, nous avons un deuxième site qui va démarrer en Charente, à Chalais, qui est un haut lieu de la montgolfière et de l'aérostation. Et après, on a des projets qui, pour l'instant, sont contrariés pour des raisons diplomatiques et militaires. On a un projet en Europe de l'Est, où là, on pourrait récupérer carrément une ancienne usine de la période soviétique, et là on aurait toutes les longueurs pour pouvoir fabriquer ce qu'on veut, puisque un ballon drone, aujourd'hui on est limité autour de 30-40 mètres, et on sait qu'on peut faire beaucoup mieux et beaucoup plus gros pour des missions par exemple de surveillance maritime ou de transport dans des zones complètement inhabitées. Alors, effectivement, tu donnes une indication qui m'interpelle. Tu peux pas faire plus grand. C'est une question de quoi ? De gaz, problème. Quelles sont les limites ? C'est la réglementation ? Alors, on a plusieurs types de limites. Tout d'abord, on est contraint par les mêmes limites réglementaires que les autres types de drones. C'est-à-dire que, au-delà d'un certain poids, d'une certaine envergure, on passe dans la réglementation EASA. Et il y a une volonté française de faire rentrer le ballon dans le tronc commun des drones. Donc, cette notion de poids est importante. La deuxième notion, c'est un problème de physique. Plus un ballon est long, plus il a besoin d'armature pour être rigide. Et donc, au-delà de 35-40 mètres, on ne va plus avoir ce qu'on appelle des blimps, c'est-à-dire une enveloppe de gaz, mais on va avoir une armature dans laquelle il y a des ballonnets de gaz. Voilà. D'accord. Donc, on va rentrer dans la famille des rigides et non plus des semi-rigides. D'accord, donc toi, tu es sur un semi-rigide. Est-ce que tu as un avis sur cette mauvaise campagne médiatique qui empêche peut-être le développement du drone ballon aujourd'hui, non ? Alors, plusieurs avis. Le premier élément, d'abord l'histoire. Parce que tout le monde pense à l'Hindenburg, etc. C'est une des premières catastrophes filmées par le cinéma. Donc déjà, il y a un phénomène. Ensuite, derrière, il y a eu la guerre mondiale, et donc à ce moment-là, la suprématie de l'avion sur le ballon dirigeable. Et donc, quelque part, dans l'après-guerre, il n'y a pas eu du tout de rebond du ballon, et donc c'est passé dans l'oubli. C'est passé dans l'oubli au profit de l'avion. Un autre point qui serait presque d'actualité, c'est qu'il y avait un embargo des États-Unis sur l'hélium, qui n'est pas du tout explosif, et les Allemands n'ayant pas pu trouver de l'hélium, ils ont mis de l'hydrogène. Et l'hydrogène, ça a un défaut, c'est que ça supporte très mal l'électricité statique. Et quand il y a l'électricité statique, ça fait boum. Donc aujourd'hui, on pourrait très bien voler en complète sécurité avec de l'hydrogène, mais il faut être complètement safe sur les processus de charge et de décharge, et donc pas d'électricité statique.
Alors justement, quand on parle d'un dirigeable, tu dis c'est difficile à piloter, c'est difficile à diriger, donc il y a du vent, il y a l'inertie, il y a plein de choses. Comment ça vole un dirigeable tout compte fait? Alors, un dirigeable, ça vole par un ensemble de compromis. C'est-à-dire que quelque part, si nous voulons faire monter un dirigeable, nous avons plusieurs options que l'on peut combiner. La première, c'est de lâcher du lest. Ça fait monter l'enveloppe. La deuxième, c'est de tourner les couvernes de profondeur. Et à ce moment-là, eh bien, le ballon ne vole pas droit, il vole légèrement cabré. Et donc, en fait, ça fait comme une aile, il y a de la portance. Et la troisième possibilité, c'est que les moteurs étant vectorisés, on peut incliner les vecteurs. Ce qui fait que, par exemple, pour monter, il faut faire la combinaison des trois options. Tourner à droite et à gauche, c'est pareil. Descendre, c'est pareil. Donc, sauf évidemment le niveau du gaz qui ne sert pas pour les rotations latérales. Donc, en fait, vous avez toujours cette notion de surf. Il faut savoir surfer avec le vent. Il faut, par exemple, anticiper terriblement les virages au vent. Il y a d'ailleurs des compétitions. C'est même une catégorie de la Fédération internationale d'aéromodélisme qui est le parcours, le slalom en ballon dirigeable. C'est une catégorie qui s'appelle, je crois, F7B. Dans le ballon à gaz, en fait, le ballon a des fuites naturelles de l'ordre d'1,5%. Et donc, naturellement, au bout d'un moment, il tombe. Donc, tout l'enjeu, ça consiste à lâcher du lest, à lâcher des petits paquets de sable pour faire ce qu'on veut. Et donc, on se dirige, en fait, en montant en altitude ou en descendant, selon la direction des vents, eh bien, on prend tel ou tel type de vent. Ça, c'est le principe du ballon à gaz. En gros, on est un peu comme un sous-marin, sauf qu'on est dans les airs, quoi. Tout à fait. Alors, c'est très, très comparable au sous-marin. Tout à fait. Maintenant qu'on a parlé un peu de la technique de vol, de tout ça, donc toi, avec ta société, comment tu envisages l'avenir du dirigeable télépiloté ? Alors, d'abord, je l'envisage dans une période de crise, comme tout le monde. Nous, en tant que fabricants, on a une double crise. La première des crises, c'est que nous manquons de gaz porteur, nous manquons d'hélium. Donc, nous n'avons pas de choix que d'essayer de convaincre petit à petit les autorités qu'il va falloir voler à l'hydrogène. Et là, il faut faire preuve de capacité, de preuve de concept, d'expérimentation, etc. Et on a des autorités de surveillance qui nous disent, écoutez, on sait que c'est faisable, mais le premier accident de drone dirigeable en France, on sera obligé d'interdire tous les vols pendant des semaines ou des mois ou des ans. Donc, ne refaites pas l'Hindenburg. Donc ça, c'est le problème du gaz. Et le deuxième problème, qui est un problème que nous avons en commun avec tous les fabricants et tous les exploitants, c'est la crise des composants électroniques. Les délais, les composants qu'on demande, les petits outils comme les Arduino qu'on utilise beaucoup pour tout ce qui est programmation, quand on n'en a pas en stock, c'est compliqué. Donc on est dans une production très artisanale, qui demande beaucoup de main-d'œuvre parce que les ballons, il faut les travailler à la main. Hein. Et aussi, donc, nous avons des difficultés d'approvisionnement, ce qui fait qu'on est sur des productions très symboliques. Par contre, nous avons un avantage, c'est la miniaturisation. Tout ce qui est électronique porté maintenant fait beaucoup de choses avec quelques grammes. Et donc, pour nous, tous les grammes gagnés, c'est des ballons moins gros, c'est des ballons plus manœuvrants. Et donc, c'est des exploitations plus simples pour les pilotes. Est-ce qu'on peut dire que le drone ballon est un modèle économique viable à court, moyen ou long terme ? D'abord, un entrepreneur te dirait que si c'est pas viable, ça se fait pas. Donc, il y a une rentabilité économique. Il y a une rentabilité économique pour les missions longues. C'est-à-dire que quelque part, nous commençons à devenir rentables lorsque les quadricoptères rentrent à la base sans batterie. Sortir un ballon pour moins de 2 heures de vol, ça vaut pas le coup. Par contre, commencer à exploiter un ballon pour une mission de 3, 4, 5, 6 heures, là, on commence à être extrêmement rentable. D'accord, ok. À ce point-là, donc aujourd'hui, un ballon, ça peut tenir 4, 5, 6 heures sans aucun problème d'autonomie. Bon, je suppose que de nuit, les panneaux solaires servent pas à grand-chose, mais de jour, du coup, ça te permet d'avoir une grande autonomie, c'est ça ? Bien, écoute, sachant que c'est bien connu des auditeurs, 80% de l'énergie d'un quadricoptère sert à le maintenir en l'air. Nous, pour une même batterie, on n'utilise que 20%. Donc déjà, on est 4 fois plus autonome pour la batterie égale.
Est-ce que tu aurais d'autres éléments à faire partager à nos auditeurs concernant le drone ballon ? Alors, la première, je crois que ce que j'ai envie de dire à nos auditeurs, c'est d'abord que l'avenir du ballon de drone, il passe par la cohabitation avec les autres usagers de l'air. Donc, je fais partie des militants de la longue élongation, comme les fabricants d'ailes, etc. Et je souhaite que demain, on ait des couloirs aériens pour pouvoir faire des choses. Parce que ça, c'est l'avenir de notre activité. La deuxième des choses qui est intéressante pour nous, c'est aussi le ballon captif, c'est-à-dire le ballon qui est attaché au sol. Ça semble assez archaïque comme matériel, mais on l'a vu et on est en train de le voir là avec le développement des feux de forêt. On voit que des solutions extrêmement robustes, presque archaïques, eh bien, c'est ce qui va répondre aux attentes des usagers. Donc, ouais, c'est une solution d'avenir et assez robuste, en fait, au niveau des technologies. D'accord. Tu peux me donner un ordre de prix d'un ballon pour nos auditeurs ? Alors, il y a deux choses à différencier pour te donner un prix. Il y a le prix d'achat et il y a le prix d'exploitation. La vraie différence avec un quadricoptère, c'est qu'une fois que tu as acheté ce quadricoptère, hormis le fait de l'assurer et de charger les batteries, c'est fini. Là, tu dois à la fois charger les batteries, mais en même temps, si tu peux pas le stocker, il faut acheter le gaz. Donc ça, c'est un souci. Un petit ballon, ça se recharge aujourd'hui. Un mètre cube d'hélium, ça vaut de l'ordre de 40 €. Et donc c'est pour ça que le coût d'exploitation, il faut penser à l'utiliser, à ne pas le dégonfler. Donc on met en place des solutions, etc. Donc ça c'est pour le prix d'exploitation. Donc on va avoir à peu près un prix d'exploitation qui correspond au très gros hexacoptère agricole. Voilà. Quant au prix d'achat, on essaye d'être comparable en niveau d'équipement et au niveau de service à un drone hexacoptère haut de gamme, c'est-à-dire qu'en gros, on va commencer à rentrer en gamme à de l'ordre de 8 000 €, et après, plus c'est grand, plus c'est cher, puisque c'est de la matière, hein. Donc, et plus ça porte. Et pour des ballons captifs, là, on travaille actuellement très fortement sur des petits ballons portatifs autonomes avec caméra et caméra infrarouge, et on va essayer de les commercialiser à 5 000 €, ce qui est un record et ce qui est un scoop pour la radio, parce que généralement nos confrères et très chers concurrents et nous-mêmes, on n'est pas habitués à donner des prix. Donc là, tu as un vrai scoop. Écoute, je te remercie pour Fréquence Drone et pour les auditeurs de Fréquence Drone, parce que l'idée n'était pas forcément de dévoiler des gammes de prix, mais plutôt de donner un ordre d'idée, dans la mesure où nos auditeurs connaissent en prix moyen le tarif d'un multirotor, hein, donc oui, c'est pour ça. Tout le monde connaît. Mais de toute façon, Thierry, si on veut donner de l'avenir aux drones dirigeables, eh bien, il faut que la gamme de prix soit compatible avec ce qui existe sur le marché. Sans ça, on ne trouvera jamais des clients. On parlait tout à l'heure de différentes possibilités d'activité. Ça peut se retrouver aussi sur des drones agricoles ou des choses comme ça, non ? Donc, parce que tout compte fait, si ça peut avoir une autonomie aussi longue, faire de pulvérisation ou faire du largage, de trichogramme ou autre, est-ce que tu crois que c'est envisageable avec un drone ballon ou pas ? Non seulement c'est envisageable, mais c'est faisable, puisque aujourd'hui, si tu utilises dans un drone agricole, tu vas utiliser des rampes. Les rampes, elles vont faire 2-3 mètres de large. Là, si on utilise toute la longueur du ballon comme rampe et qu'on se met en dérapé, on a 15, 20, 30 mètres de rampe. Ah oui, donc effectivement, donc il y a certainement encore beaucoup de choses à développer et beaucoup d'ingénierie à faire derrière. Mais pour ça, il faut aussi que la réglementation nous fasse confiance. Et comme on est très peu d'acteurs sur ce marché, eh bien, il faut y aller pas à pas et ne pas échauder nos autorités de tutelle. Il faut faire étape par étape. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Voilà. Alors comment on pourrait faire pour leur donner confiance ? Une chose est sûre, et c'était mes échanges avec l'autorité, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons démontrer que le longue élongation sur ballon dirigeable a des niveaux de sécurité, des niveaux équivalents à ce que proposent des industriels comme Mistral ou autres. Déjà, essayer de récupérer au moins l'égalité de traitement, ce qui sera la volonté de tout le monde. Ce serait déjà une belle victoire pour le sol français. Après, on verra. Merci Laurent. Et si vous souhaitez vous exprimer sur les ondes de Fréquence Drone, notre micro vous est ouvert. Merci à tous. Rendez-vous lors d'une prochaine interview. À très vite. Merci Laurent.
Merci. C'était une interview réalisée par Thierry Mort. Merci Thierry. Vous souhaitez en savoir plus sur notre invité du jour? Retrouvez son site internet aerostats.eu. aerostats.eu. Vous êtes exploitant, télépilote, constructeur, revendeur, assureur ou toute autre activité en relation avec les drones? Eh bien, vous souhaitez passer à l'antenne? Rien de plus simple, envoyez-nous un mail à contact@fréquence-drone.fr. À très vite sur notre antenne. Fréquence Drone, la radio des activités télépilotées.